Alors du coup, je vais me présenter. Donc je suis Wafar Alam, CEO de la société Visioprocess, et j'ai eu l'honneur d'être speaker pour ce panel, étant donné que je travaille dans l'efficacité énergétique et plus particulièrement le logiciel d'énergie manager. Donc le sujet en l'occurrence me tient particulièrement à cœur, et je vais rapidement présenter les panélistes d'aujourd'hui qui sont Jaafar Sijilmessi, architecte, expert dans tout ce qui est projet neuf et rénovation, et qui a une particularité et une appétence pour ce qui touche à l'efficacité énergétique et je dirais l'héritage de notre pays dans l'architecture qui peut être et tradi et 4.0. Il en parlera mieux que moi tout à l'heure. Nicolas Drogno, qui est directeur, président général d'Antalpia, installateur et spécialisé dans la rénovation. Et enfin, nous avons avec nous Ayoub Edelkaïd, qui va être, je dirais, celui qui va un peu nous expliquer la réglementation en vigueur, le contexte dans lequel nous nous trouvons et dans lequel nous sommes en train d'aller, et comment justement, avec la société qu'il représente, Alto Eco, va nous aider à justement accompagner les maîtres d'ouvrage, les équipes d'installation dans la partie de la rénovation, en phase avec la réglementation de l'efficacité énergétique. Donc je vais tout de suite leur donner la parole pour faire peut-être une petite précision sur le contexte et leur apport dans ce sujet-là. Bonjour à tous, merci Wafa. Donc voilà, le sujet aujourd'hui, c'est par rapport à l'efficacité énergétique et principalement dans le secteur plutôt pour l'existant. Donc, on va commencer tout d'abord par rappeler un peu l'aspect réglementaire du sujet. Donc, on a un peu des lois qui cadrent l'efficacité énergétique au Maroc. Pour rappel, donc on fait rappel de la loi 1309, donc qui concerne la promotion des énergies renouvelables, qui est une solution parmi d'autres. On a aussi la loi 4709 par rapport à l'efficacité énergétique. Et voilà, donc on a des lois qui cadrent les choses. On a la réglementation thermique RTCM, mais qui touche plutôt, qui concerne les projets neufs, donc la construction. Et on a des applications existantes qu'on peut appliquer au projet, notamment des logiciels ou des outils qui vont nous permettre de gérer la gestion de l'énergie. Je donne l'exemple de Visioprocess, donc l'outil qui permet de la gestion de l'énergie, donc et de suivre le comportement des bâtiments, parce que dans le cadre de l'existant, on parle plus de la réglementation ou de performance avisée ou quoi que ce soit, mais on peut plutôt parler du comportement du bâtiment, de l'existant. C'est un corps qui vit, donc faut bien comprendre et analyser le comportement du bâtiment. Donc ça dépend par secteur. Si je cite par exemple les hôtels, les besoins ou le poste le plus consommateur, c'est la clim. Après c'est l'éclairage. Dans l'industrie, ça peut être le refroidissement toujours, l'éclairage. Donc voilà. Donc on a un bâtiment, un existant qu'il faut bien analyser et pour pouvoir par la suite faire des mesures, prendre des mesures, faire un plan d'action et corriger ce qu'on peut corriger. Donc, je suis resté quand même sur une parenthèse sur l'existant. Voilà, donc juste pour rappel, l'objectif à atteindre en énergie renouvelable d'ici 2030, c'est 52%. Je vais revenir sur ça par la suite. Non, toujours là. Et l'objectif toujours du Maroc de diminuer la dépendance aux importations d'énergie. Donc, par le mix en énergie renouvelable ou autres sources d'énergie. Donc, toujours dans la parenthèse, donc quand on fait la classification énergétique aujourd'hui, donc 2024 par exemple, on arrive à classer les bâtiments et dire que notre bâtiment est classé classe A, classe B, classe C. Tout ça, c'est bien. Donc, tout ça, c'est basé bien sûr sur des hypothèses de 2020, 2024, ou si je précise,
Si j'entre dans le détail, si on parle par exemple de STD, simulation thermique dynamique des bâtiments, donc c'est quoi comme input sur lesquels on travaille? Donc on a bien sûr l'enveloppe du bâtiment, les systèmes, l'état du système, et on a la donnée qui est une donnée qui est très importante, c'est les données climatologiques. Donc souvent ces données climatologiques sont calculées sur une moyenne, sur une décennie. Donc, par exemple, aujourd'hui, on travaille sur des données météorologiques de 2010-2020 pour arriver à cette classification énergétique. Mais la question qu'on ne pose pas, c'est quoi le devenir de ce bâtiment dans le futur? Ok, aujourd'hui, il est classé B ou C, mais dans le futur, il y a le changement climatique. Donc, il y a l'impact du climat sur le projet. Donc, d'ici 10 ans, 20 ans, je dirais, on sera plus classe A ou classe B. Donc, ça va sûrement se dégrader avec la mise à jour des réglementations, des seuils. Donc, on va toujours vers l'avant. Et donc, on arrive à un terme qui est un nouveau terme. Là, j'ai amené une définition selon l'HQE, qui est une certification environnementale. C'est l'adaptation au changement climatique. C'est quoi? Elle désigne les stratégies, initiatives et mesures visant à réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains contre les effets de la nature. Donc, l'augmentation de la température, l'augmentation des niveaux d'eau, si on va construire, par exemple, au bord d'une rivière. Donc, et c'est axé sur 3 points. L'atténuation, l'adaptation et la transition. Aujourd'hui, on a ça dans d'autres secteurs. C'est principalement dans l'agriculture, la biodiversité et l'urbanisme. On entend parler de la stratégie nationale d'adaptation au changement climatique, donc qui vise à réduire, comme je disais, la vulnérabilité du pays et à renforcer la résilience. On peut passer. Donc, je reviens sur mon exemple. Je disais, quand on fait des études comme la réalisation des SED, les simulations énergétiques dynamiques ou les bilans thermiques ou même les études bioclimatiques, on se base en général sur des données climatologiques en général entre 2010 et 2020. Donc, pour ces années de 2020 jusqu'à 2030, on va se baser, on dirait, sur des données climatologiques entre 2010 et 2020. J'ai tiré des captures du rapport de la GIEC, donc, qui ont défini des scénarios dans le futur. Si on peut passer la slide suivante. Donc, ils ont conclu des scénarios dans le futur, donc dans les 100 ans à venir, avec des scénarios B1, A1, enfin 6 scénarios on a au total, avec des estimations de la température moyenne qui sera augmentée en plus, donc qui va de 0,6, 1,8, 2 degrés jusqu'à 4 degrés. Donc voilà, ça c'est l'exemple que j'avais cité. On a un bâtiment classe B en 2020, elle sera plus ou moins, enfin, ça va sûrement se dégrader en 2040 et elle sera classée plutôt à niveau D ou niveau E. Donc l'objectif dans tout ça, c'est de dire aujourd'hui, quand on va réfléchir ou penser à rénover un bâtiment, faut pas le penser, quand on va penser aux solutions et aux adaptations qu'on va faire, faut plutôt se projeter dans les 10-20 ans à venir. Donc, comme ça, les solutions qu'on va intégrer aujourd'hui, ils vont pas fonctionner qu'aujourd'hui, mais ils vont fonctionner aussi dans les années à venir, donc dans le futur. Parce que c'est facile de faire des audits énergétiques, de sortir avec des plans d'action, de dire, voilà, cette solution, elle va nous permettre d'économiser tant % d'énergie ou tant % d'argent. Mais est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce qu'on va toujours avoir la même performance dans le temps? Ça, je m'en doute pas. Donc voilà, l'objectif, c'est de réfléchir et de prendre en considération dans notre réflexion l'adaptation au changement climatique, donc, par rapport à la température, par rapport aux risques naturels aussi qu'il risque d'avoir. Je donnais l'exemple de la construction au bord d'un rivière, donc on a les niveaux d'eau qui vont augmenter. Est-ce que la construction va durer et voilà, va durer dans le temps, ou c'est quoi les impacts qui seront ressentis par le bâtiment? Donc, je laisserai Monsieur Jaffa vous présenter un cas concret, donc d'un projet qui a pu intégrer. Voilà. Merci Ayoub. Et oui, effectivement, la transition, elle se fait là. On a décidé, quand on a réfléchi à cette thématique,
de faire l'analogie entre la rénovation d'un bâtiment avec le corps humain. Parce que finalement, c'est un peu ça. Un bâtiment, il vit. Et donc là, on a fait un peu le contexte réglementaire, les problématiques à venir qui sont le changement climatique. Et puis derrière, on se dit, OK, le bâtiment, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un corps. Donc on a l'enveloppe, la partie façade, donc toute l'enveloppe extérieure qui est le derme, la peau, les pores. Puis on va avoir derrière tout le système nerveux et respiratoire. Donc pour parler de cette partie extérieure et de l'enveloppe, je vais donner la parole à Jaafar, qui va, en l'occurrence, pour illustrer ses propos, parler d'un projet qui pour moi est emblématique et une fierté nationale et qui justement prend en compte tous ces sujets. Jaafar, je te laisse la parole. Merci Wafa. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Ayoub, en fait, l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, on part sur des hypothèses fausses par rapport au réchauffement climatique, par rapport aux données en fait qui nous ont montré les projections qu'il va y avoir. Et donc, mon hypothèse à moi, c'est que la sagesse des anciens, le savoir-faire des anciens, dans notre pays, va être particulièrement judicieux et adapté pour le futur de la construction. Pas seulement au Maroc, mais peut-être à l'échelle globale. Avec l'augmentation des températures, on l'a tous vécu. Peut-être que ça va être encore plus réaliste, plus judicieux d'utiliser les techniques anciennes. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Chez nous, on a un savoir-faire, on a plusieurs savoir-faire, mais en particulier celui de la terre. Dans les localités du Sud ou même ailleurs, depuis toujours, on a construit en terre. Jusqu'à aujourd'hui, dans le monde, il y a peut-être 30 à 40% de la population qui vit encore dans des bâtiments en terre. Il se trouve que vous avez dû faire l'expérience vous-même physiquement avec votre corps dans certains hôtels peut-être ou logements dans le sud du Maroc. La terre a une très bonne inertie et un très bon déphasage. Et en plus, c'est un matériau quasiment gratuit, disponible partout et avec lequel on peut justement, comme disait Wafa, créer des enveloppes qui nous permettront de nous protéger par rapport à la température en fait extérieure. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un chantier? Je m'adresse à mes collaborateurs architectes. On essaye de mettre un peu de responsabilité. Donc on traite la terre d'excavation non pas comme un déchet, mais comme une ressource. Et on fait concrètement des analyses de cette terre. On voit si on peut la réutiliser. Si on peut la réutiliser, est-ce qu'il faut rajouter de la matière, donc du sable ou du ciment ou de la chaux? On fait une formulation et à partir de là, on fait une batterie de tests. Bon, c'est des projets, on est encore dans une phase de recherche et développement, donc c'est pas encore industrialisé, c'est pas encore courant, bien qu'il y a pas mal de personnes qui essayent justement de développer une activité industrielle autour surtout du bloc de terre comprimé. Et donc, après ces tests-là, on passe dans une phase de production locale, sur site. D'accord? Donc, l'idée, en fait, dans ce bâtiment en particulier, qui est le nouveau siège social de Bosch, sur 12 000 m², R+3 avec 2 sous-sols, c'est de démontrer à l'entrée de Casablanca que la terre peut être un matériau utilisé même en milieu urbain, même à grande échelle, même sur plusieurs étages. Donc on a voulu faire une démonstration, une expérience, une étude de cas. C'est pour ça qu'on a utilisé 2 techniques. Le pisé, donc sur la façade principale, sur 14 mètres de haut, d'accord, c'est des colonnes, c'est assez complexe comme façon de faire, et les blocs de terre comprimés sur toutes les autres façades. D'accord. Donc, comme disait Wafa, l'idée c'est de traiter en fait le remplissage des murs, l'enveloppe de notre bâtiment, comme un corps en fait, comme la peau d'un être humain. Il se trouve que la terre, c'est un matériau perspirant, c'est un matériau qui capte aussi le CO2.
C'est un matériau qui qui régule automatiquement l'humidité. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a plein de côtés positifs, en particulier dans sa fabrication. Donc évidemment, comme c'est cru, on n'a pas besoin de cuire le matériau, donc on n'émet pas de CO2. En plus, on le fait localement, il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'énergie grise. Bref, c'est une empreinte écologique qui est quasiment neutre. Voilà. Alors, il y a la partie évidemment opaque, terre, remplissage des murs, et il y a aussi la partie vitrée. Donc ça aussi, ce qu'on a voulu implémenter dans notre projet, c'est le night cooling. Donc la journée, il peut faire très chaud à l'extérieur, comme vous le savez, à l'intérieur, grâce au déphasage et à l'inertie, il fait vraiment frais à l'intérieur du bâtiment. Et la nuit, quand la chaleur des murs de terre qui a été stockée et captée est restituée, c'est à ce moment-là qu'on ouvre en fait des fenêtres hautes pour faire du night cooling. Donc on rafraîchit nos dalles et notre espace automatiquement, d'accord, avec une GMC ou GTD qui va ouvrir les fenêtres, qui va rafraîchir notre espace. Et en plus, comme c'est haut, on crée un effet Venturi. Donc on accélère l'air de façon à rafraîchir l'intérieur. Comme ça, le lendemain, quand les salariés arrivent, l'espace est plus frais. Autre chose, on a utilisé, ça je vais laisser mon collègue en parler, des plafonds rayonnants pour la climatisation. On a une série de capteurs d'humidité, de CO2, de luminosité, de vent, etc., qui sont reliés à une BMS. Et aujourd'hui, on est en train de développer aussi un produit qui est c'est peut-être une première. On n'a pas encore d'informations sur un projet similaire ailleurs. C'est comment est-ce qu'on peut lier justement la data qui vient de ces différents capteurs, qui est centralisée au niveau de la BMS, avec l'intelligence artificielle. Notre bâtiment est connecté à une station météo, donc il a les informations, comme disait Ayoub, des 10 dernières années. Mais là, ce qu'on peut faire, c'est savoir l'effectif qui va rentrer dans le bâtiment tel jour, prévoir les données climatiques, et donc, avec l'intelligence artificielle et une certaine programmation, enclencher tous les équipements, donc les ouvertures de fenêtres, les plafonds rayonnants, la ventilation, il n'y a pas de climatisation, mais la centrale de traitement d'air, etc., au bon moment, pour réduire bien sûr l'utilisation de l'énergie, de l'électricité, tout ça, de façon à avoir un confort maximal. Alors, par ailleurs, tout ce qui est énergie, donc on a mis des panneaux photovoltaïques sur toute la toiture et on consomme, en fait, on produit beaucoup plus que ce qu'on consomme. Donc, on fait du stockage grâce à des batteries. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que on incite en fait les salariés à avoir des voitures électriques pour que leur voiture électrique fasse office aussi de batterie de stockage. D'accord ? Donc on essaye de faire d'une pierre deux coups. Mais en gros, c'est-à-dire le concept, c'est quoi ? C'est de dire on réinvente rien en fait. On est en train de s'inspirer de nos anciens, du savoir-faire de nos aïeuls, vernaculaire, sans forcément d'architecte, sans forcément de savoir scientifique. On prend leur sagesse et on l'adapte aujourd'hui à nos bâtiments nouveaux, tout en n'étant pas réactionnaire contre la technologie. Il faut qu'on trouve un moyen d'éviter le greenwashing, on trouve un moyen de trouver la juste harmonie entre le high-tech et le low-tech. D'accord ? Donc, on essaye de favoriser le low-tech, donc la terre, les ouvertures, les brises-soleil automatisées en façade principale, orientable, etc. et tout, et de mettre un minimum d'équipement high-tech, parce que ça tombe en panne, parce que c'est importé, parce que ça coûte cher, parce que ça consomme de l'énergie, etc. Contrairement aux matériaux passifs, biosourcés ou géosourcés, etc. Oui, pour rebondir justement sur ce que tu dis, c'est que finalement, les ressources, on en a une grande partie ici, et dans la partie d'efficacité énergétique, parfois, il faut peut-être mieux réfléchir à prendre des choses peut-être plus simples qui existent chez nous, plutôt que d'aller récupérer des équipements ou du matériel qui peut venir de très loin
et qui du coup, dans tout le calcul qui va justement définir est-ce qu'on est éco ou pas éco, ben on se rend compte que finalement on a ramené un produit qui est hyper écologique, mais avec tout le processus pour qu'il arrive et qu'il soit installé, bah finalement on n'y est pas vraiment. Donc c'est du local, et avec le local on est capable de faire efficacité énergétique. Exactement. Il ne faut pas oublier qu'on est un pays qui ne produit pas d'énergie, on n'a pas d'énergie fossile. La meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Et l'écologie, en réalité, c'est le bon sens du pauvre. Donc, avant qu'on ait cette énergie gratuite, on savait construire de façon très agréable et confortable dans des climats hyper arides. Et donc, encore une fois, l'hypothèse, c'est que c'est peut-être notre climat qui va se généraliser à l'échelle de la planète. Hier, j'étais avec des gens qui sont à Boston, qui me disent on n'a jamais vu ça, etc. Partout dans le monde, le réchauffement climatique fait que ça devient de plus en plus judicieux, la construction en terre. Et voilà, donc j'invite tous mes collègues à s'intéresser à ce sujet. Le message est passé. On va passer, on laissera 10 minutes à la fin pour les échanges avec le public, bien entendu. Vous pouvez poser toutes vos questions. Donc là, on a passé sur la partie corps humain, sur l'aspect extérieur. Maintenant, on va aller dans le système nerveux et respiratoire. Et pour ça, je vais laisser la parole à Nicolas, qui a une expertise dans l'installation technique et principalement dans la rénovation. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Alors, si tu ramenez bien le micro devant. Ouais, vous m'entendez? Ouais. Donc ouais, par rapport à la sujet de la rénovation, il y a deux sujets qui sont en fait lorsqu'on va refaire l'installation sur sa globalité, et il y a un deuxième sujet qui est la rénovation où on réutilise le matériel existant. Donc c'est deux typologies d'affaires qui sont différentes. On a, pour prendre celle qui consiste où on récupère le matériel, il y a toute une série et une méthodologie que nous on a mis en place sur l'entreprise que j'ai en France, où on fait une série d'audits par rapport à la mise en place de process. Donc on met en place toute une série d'audits de bâtiments qui nous permet déjà de pouvoir valider le bon fonctionnement des matériaux qu'on va récupérer. Donc ce qui nous donne une idée claire des besoins qu'on a et qui sont validés. Derrière, ce qu'on prévoit nous aujourd'hui, c'est qu'on sait que sur 80% des bâtiments qu'on récupère, on récupère très rarement les plans DOE. Donc, ce que nous on prévoit, c'est de venir et de mettre en place un série de scanners pour faire un relevé des installations existantes. Une fois qu'on a nous ces informations-là, ça nous permet d'avoir une remontée de points et de transmettre toutes ces informations sur un logiciel Revit qui nous permet de pouvoir travailler sur du 3D. Donc ça c'est en amont finalement. Ça c'est en amont. C'est-à-dire que déjà on analyse qu'est-ce qu'on a, puis après on regarde comment on va aller installer ou rénover. Ouais, c'est ça. Là en prenant l'exemple donc plutôt sur un bâtiment où on a du plafond rayonnant et des centrales d'air. L'idée de ce projet, en fait, c'est de mettre en place les panneaux rayonnants pour traiter tout ce qui est sensible, tout ce qui est l'enveloppe du bâtiment. Et les CTA fonctionnent, elles, pour tout ce qui est latent et l'utilisation des utilisateurs du bâtiment. Aujourd'hui, sur la partie rénovation, d'un point de vue technique, est-ce qu'aujourd'hui les fabricants s'adaptent, et est-ce qu'aujourd'hui le matériel qui existe a cette particularité de pouvoir s'adapter à l'existant? Parce qu'aujourd'hui souvent on a cette problématique. Alors ouais, justement par rapport à tout ça, il y a un travail qui est fait en amont avec le bureau d'études qui permet déjà de mettre en place des préconisations sur des produits pour rendre de plus efficacement possible et consommer le moins possible d'électricité. Là aujourd'hui, effectivement, ce que nous on peut constater, c'est que sur une grosse partie des bâtiments qui sont rénovés, on met en place du plafond rayonnant justement,
des centrales d'air à débit variable, qui derrière ont tout un réseau de gaines avec des registres motorisés sur son de CO2 qui permet d'adapter le bâtiment non pas à une consommation à 100% sur la durée de la journée, mais de varier en fonction d'une occupation réelle de ce dernier, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les équipements, on n'est plus sur du tout ou rien. On n'est plus du tout sur du tout ou rien. On sait que depuis le Covid, on met en place un système de télétravail. On n'est pas en permanence dans les locaux. Aujourd'hui, on a des fonctionnements où on a un taux d'occupation aux alentours de 70%. Il n'y a aucune utilité aujourd'hui de prévoir une installation sans variation de débit. Je voulais vous dire donc du coup sur le corps là on a fait un peu le tour, on a parlé du corps humain, mais derrière, comme disait Ayoub au départ, il faut que ça dure parce que quand on rénove et on connaît les échéances qu'on a aujourd'hui sur le pays, il y a énormément de travaux de rénovation qui sont enclenchés, mais derrière effectivement il va falloir que ça dure dans le temps. Et pour ça, on va parler d'un sujet qui est la maintenance. Alors c'est un sujet qui nous tenait tous à cœur quand on a échangé avant cette journée, et on s'est dit il faut absolument qu'on mette ce message en place parce qu'on parle de construction, on parle de rénovation, mais on a une vraie problématique sur la maintenance des bâtiments. Ouais, c'est quelque chose de général qu'on retrouve assez régulièrement, et c'est pour ça que nous, quand on fait de la rénovation sur des bâtiments avec du matériel pour la plupart conservé, on fait des audits. Ce qui est sûr, c'est qu'en restant dans la thématique du corps humain, il y a soit on fait du préventif et là on arrive à anticiper les problèmes futurs, soit on est dans le curatif et là on travaille dans l'urgence. Donc à travers des outils comme la GMAO, on arrive à remonter des gammes de maintenance qui permettent de mettre en place des sortes d'audits qui nous permettent en fait de visualiser en instantané toute l'efficacité du bâtiment à travers ces gammes de maintenance. Donc ce sujet-là de GMAO, aujourd'hui, il y a des outils qui existent. Alors effectivement, c'est beaucoup les industriels qui utilisent la GMAO aujourd'hui, et c'est vrai que souvent les propriétaires d'actifs immobiliers plus simples, parce qu'on va se dire souvent pourquoi je vais prendre une GMAO, j'ai pas une usine avec des machines, outils qui sont en train de travailler toute la journée. J'ai un plateau bureau par exemple, ou j'ai un hôtel, bon, plateau bureau 8h, 20h, il se passe pas grand chose dessus, mais en fait c'est faux. C'est-à-dire que on se rendu compte, là je prends un peu, c'est un peu un retour d'expérience, mais sur des plateaux bureaux, on se rend compte que au niveau des clims ou des cassettes, les filtres il faut les changer. On n'a pas forcément des grosses équipes techniques, mais parfois on a un gestionnaire ou un responsable dans notre société qui drive un peu tout ce qui est services généraux. Quand il a un outil simple, il est capable de dire aux équipes techniques ou à ses sous-traitants, moi je sais que une fois tous les 4 mois je dois aller checker les filtres, une fois tous les 5 mois je dois faire un tour au niveau des disjoncteurs, voir s'ils sont pas. Et donc ce travail-là, même à l'échelle des projets, on va dire à échelle vraiment immobilière, on s'est rendu compte qu'on arrivait à gagner du temps, 2 responsabiliser les sous-traitants, parce que souvent quand on appelle le sous-traitant, la panne est déjà là. Et donc, du coup, ils se sentent pas responsables parce que considèrent que c'est vous qui avez pas été rigoureux dans l'utilisation de l'équipement. Donc, ça responsabilise tout le monde. Ça permet de prolonger la durée. Donc, déjà, ça permet à l'exploitant de faire des économies. Mais au-delà de ça, ça permet de ne pas surconsommer. Un filtre encrassé, c'est une surconsommation. Une surconsommation, c'est déjà que ça fait mal au portefeuille. Mais qu'en plus de ça, si on a des certifications, des choses comme ça, on perd en crédibilité vis-à-vis de ça. Donc le point important là-dedans, c'est la maintenance. Et Jafar, tu peux ajouter un mot si tu veux là-dessus. Si tu peux revenir à l'image précédente, parce que voilà. Donc en fait, l'idée, c'est une phrase un peu cliché, mais mettre plus d'intelligence que de matière, d'accord. Donc aujourd'hui, avec une CTA ou n'importe quoi, et ensuite la connecter justement à la BMS. Donc avoir en temps réel sa consommation, son état de fonctionnement, etc. Donc ça fait partie en fait, c'est pour ça que j'ai pris la parole, de la maintenance, que de dire
on utilise les nouvelles technologies, voilà, high-tech, etc., pour justement, avec comme objectif principal, réduire la consommation, réduire les pannes, etc. Je pense qu'il y a une autre image après avec justement une plateforme. Non, ah non, ben c'est pas ça, c'est pas grave. Je te rends la parole. Très bien. Donc, on a parlé du corps. Maintenant, Jafar, je vais te redonner la parole tout de suite parce qu'il y a des initiatives qui sont prises et c'est tout à votre honneur. C'est de se dire, on a un actif immobilier, il y a un sujet de rentabilité, de business, mais il n'y a pas que le bâtiment. On peut parler aussi à l'échelle de la ville. Et donc, cette rénovation, elle n'est pas uniquement au niveau du bâtiment, elle est au niveau de l'ensemble de la ville. Et donc, pour ça, il y a un collectif d'architectes dont Jafar fait partie, qui a eu une super idée et qui, je pense, mérite aujourd'hui d'être mise en avant. Donc, je te laisse un peu nous expliquer le concept, Jafar. Oui, donc en fait, il n'y a pas que le business dans la vie, il y a aussi le côté militant qui nous tient à cœur. Donc, j'ai créé une association depuis mon diplôme qui s'appelle Acupuncture urbaine. Donc concrètement, c'est pas une idée que j'ai inventée, c'est une idée qui a été inventée au Brésil, à Curitiba, par Jaime Lerner, qui est décédé maintenant, qui était en fait un maire architecte. Et donc c'est quoi l'idée? C'est que on considère toujours la ville comme un organisme vivant, comme un corps. C'est pour ça qu'on parle des voies, des venelles. C'est les veines en fait du corps, le poumon, le cerveau, etc. Même depuis l'époque des Romains, quand on voulait décider de l'emplacement d'une ville, on mettait un morceau de foie, on revenait un peu plus tard. Si c'est pourri, c'est pas le bon emplacement, etc., etc. Concrètement, bon, c'est pas forcément les meilleurs choix d'image, mais c'est pas grave. Concrètement, ce qu'on a fait à Casablanca et à Rabat, c'est que grâce à Google Maps, on a repéré, en tout cas à Casa, 1500 espaces abandonnés, délaissés. D'accord. Et donc, comme la médecine chinoise, on dit en fait avec de l'acupuncture, avec des petits points, en appuyant sur certains points névralgiques, on peut améliorer l'ensemble de la santé en fait du corps qu'est la ville, de l'urbanisme. Concrètement, on repère les délaissés de voirie, les dents creuses, les berges de train, les terrains vagues, etc. et tout. Et on y implante des petits équipements de proximité qui doivent être à peu près à 30 000 dirhams. C'est l'échelle qu'on a fixée. Et donc, ça peut être à caractère sportif, ça peut être à caractère paysager, à caractère social. Ça peut être une simple table à damier, ça peut être un banc, ça peut être un pot de plante ou un mur végétal ou un panneau de basket et des choses comme ça. Et donc, l'idée, c'est que on fait un peu de militantisme. Là, on est en train de pousser des autorités en leur disant, bon, c'est très beau d'avoir des théâtres à 3 milliards de dirhams et des musées à 1,5 milliard, mais nous, à 1500 fois 30 000 dirhams, 250 millions de dirhams, on peut améliorer la qualité de la ville en entier. L'idée, c'est de faire un plan Marshall en 3 ans. On met le budget, on s'appuie sur les associations de quartier, sur les communes, sur les raids, etc., pour implanter justement sur ces espaces-là de plusieurs équipements. Et l'idée, c'est qu'au bout de 3 ans, on a des résultats concrets sur la qualité de vie générale dans nos villes. Alors, on a fait donc on est un collectif avec des paysagistes, hydrauliciens, des sociologues, etc. Et on a fait donc un projet à Dartalien, où on a mis des terrains, on a mis des bancs, des tables à damier, des choses comme ça. On a fait un projet aussi à Rabat. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire d'une pierre deux coups. Bon, ça, c'est une image 3D parce que le dossier est ancien. L'idée, c'est qu'au Maroc, quand on a un terrain vague qui n'est pas utilisé, ça devient zbala. Donc, l'idée, c'est quand tu fais un simple tracé, ça coûte que dalle. Un terrain de foot, tu mets 4 poteaux, ça coûte que dalle. Le terrain vague se transforme en terrain de foot automatiquement. Tu n'as même pas besoin d'inciter les jeunes à jouer au foot. Et il y a plein de retombées positives. Donc, 1, tu nettoies le terrain. 2, tu pousses les jeunes au sport et à éviter la drogue. Il y a aussi la question de la sécurité. Une femme qui passe dans un terrain vague d'arc et tout ça, elle est moins en sécurité que s'il y a des joueurs de foot, etc. Donc, voilà, ça c'est juste, c'est un projet qui me tient à cœur, que je porte depuis longtemps.
Donc j'essaye à chaque fois voilà, d'en parler pour inciter les gens, si ça les intéresse, à reprendre l'idée, à le faire s'ils ont les moyens, à faire du militantisme, des contacts avec nos très intelligentes autorités et tout ça qui y aille. Et puis voilà. Acupuncture, donc toujours en lien avec acupuncture urbaine. Acupuncture urbaine. Donc pour conclure finalement sur cette thématique de la rénovation énergétique avec l'analogie au corps, donc Ayoub nous a fait un topo de la réglementation et surtout de ce qui va arriver, c'est-à-dire le futur, le changement climatique. Les entités comme celles que tu représentes justement accompagnent les maîtres d'ouvrage justement dans tout le processus de la conception jusque l'exploitation et l'après. Sur la partie enveloppe, la conclusion que je pourrais donner, c'est faisons avec ce qu'on a, parce qu'on a de belles choses. Et puis derrière, sur la partie technique, nerveuse, respiratoire, se concentrer sur comment adapter les équipements qui existent et surtout comment faire en sorte de pouvoir les réguler de sorte à, avec l'intelligence et tout ce qui existe aujourd'hui, faire en sorte que les équipements puissent s'adapter au contexte concret. En termes de taux d'occupation, on a parlé d'intelligence artificielle, on va être amené à faire ça pour que les équipements qui aujourd'hui s'adaptent techniquement, on est capable de tout faire. Mais c'est sur leur production, sur la production et sur l'exploitation, comment faire en sorte qu'on optimise. Et puis derrière, on revient au même sujet, faire en sorte qu'on dure dans le temps pour ne pas avoir à rénover en 5 ans, c'est-à-dire faire et défaire. Je vous remercie infiniment, messieurs, pour ce panel. Je vais laisser la parole maintenant au public si vous avez des questions. Monsieur, tout de suite. Oui, une question à Jafar. Est-ce que vous avez eu un retour par rapport au financement de ces espaces qui sont résiduels et que vous voulez valoriser? Est-ce que vous avez eu un retour par rapport, je pense au pouvoir public, c'est ce que tu as dit, mais pourquoi les institutionnels, pourquoi le privé n'est-il pas sollicité ou bien tu n'en as pas parlé? Pourquoi le privé ou les institutionnels? Tous, parce que finalement, tout le monde est acteur pour le développement de la ville et pour tout le monde est concerné. On a parlé d'action collective. Je pense qu'elle est collective pour la ville. C'est un bien pour la ville. Et donc, je pense que tout le monde est concerné. Donc, je ne sais pas si cette démarche a été faite pour cela. Alors, cette démarche, personne ne va dire c'est une mauvaise idée. Tout le monde comprend que derrière, il y a l'intérêt général. Mais après, il y a l'intérêt particulier. Tu le sais aussi bien que moi. J'ai travaillé, bizarrement, ce qui était le plus réceptif, c'était le PJD. D'accord, oui. À Hayriyad, etc. Moi, j'ai pas voulu travailler à Hayriyad parce que je leur disais, vous n'avez pas réellement de besoin. Un coin riche, ce qui nous intéresse, les quartiers défavorisés. Alors, le problème, que quand tu arrives à l'intérêt particulier, ils comprennent pas en fait que ça peut les servir. On parle de présidents de communes, etc. et tout. Et au contraire, ils se sentent en danger. Ils se disent, ceux-là, ils sont bizarres. Pourquoi ils donnent ça gratuitement? Pourquoi ils donnent ça à la ville? Et donc, ça nous par exemple, à Boulevard Lelay Yakout, il y avait un mur dégueulasse, plein de déchets, etc. On est venu avec nos enfants dimanche, les gants, machin et tout ça. On a tout nettoyé, ça sentait la pisse, etc. On a mis des pots de plantes et tout ça. Et après, ils nous ont appelés, ils nous ont convoqués, ils nous ont dit, mais qui vous a donné le droit de faire ça? Tu vois, je leur ai dit, moi, si vous voulez, je remets Zbel à sa place. Il n'y a pas de problème. Mais c'est souvent, en fait, tout le monde voit l'intérêt, mais personne se sent concerné particulièrement. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que les communes veulent elles-mêmes peut-être prendre l'initiative. Elles l'ont pas prise. Donc, si vous l'avez prise à leur place, ça veut dire que vous les avez quelque part. Exactement, c'est ça. Alors, il y avait d'autres, il y a des gens qui étaient réceptifs. Il y avait l'ancien gouverneur de Jdida, la Jamé, etc. et tout. Après, il y a des problèmes d'ordre juridique. Ça aussi, c'est pour ça qu'on a besoin des autorités. En fait, on a essayé de faire en mode ce qu'on appelle guérilla urbaine. Mais en fait, au Maroc, c'est pas une bonne idée. Il faut impliquer les autorités, etc. Surtout parce qu'il y a des problèmes juridiques. À qui appartient le terrain? D'accord? À qui appartient le terrain vague? Donc toi, tu viens, tu penses qu'il est libre et tout ça, mais en fait, tout de suite, tu touches à des intérêts que tu n'as pas forcément vus.
Et donc, même à un moment, on a failli mais proposer une loi qui était l'exonération de la TNB. Tu mets à disposition ton terrain pour mettre un équipement de proximité et on t'exonère un certain pourcentage de la TNB. Mais on s'est très vite moqué de nous en nous disant nous on veut de l'argent, vous voulez nous enlever de l'argent, on s'en fout des... Voilà. Donc honnêtement aujourd'hui je suis un peu, comment dire, pas déprimé mais déçu. Mais voilà, on lâche pas l'affaire, notre collectif, on lâche pas l'affaire. C'est pour ça que j'en parle régulièrement. C'est peut-être un jour, les bonnes oreilles vont entendre parler de ce projet, elles vont se l'approprier. C'est ce qu'on souhaite. On n'a pas besoin d'avoir notre nom. Et voilà. Notre question d'un autre sujet, c'est sur les briques en terre. Alors, bien sûr, c'est extraordinaire. Depuis le temps qu'on en parle, il y a même des laboratoires Marrakech, etc., qui développent ce genre de techniques, etc. Mais ce n'est pas vulgarisé. Pourquoi ça n'a pas été vulgarisé? Pourquoi on ne travaille pas avec ce genre de matériaux alors qu'on a toujours encore des matériaux à base de ciment et autres? Alors pourquoi c'est pas développé? Est-ce que c'est une question de coût? Est-ce que c'est une question de culturelle? J'en sais rien. Donc j'aimerais bien savoir un petit peu ce qu'il y en est. Alors, déjà par rapport au premier point, effectivement, on est dans la salle Lafarge Holcim. Il y a des industriels qui veulent justement faire de la récupération et dire ouais nous on fait etc. et tout. Sauf que c'est pas logique. Tu as une terre locale, c'est celle que tu utilises et tu évites de la stabiliser au maximum. Stabiliser, ça veut dire ajouter du ciment ou de la chaux, parce que qui dit ciment dit CO2, 1400 degrés, etc. et tout. Donc, de préférence, rester sur la fabrication artisanale locale. Qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte deux presses à 40 000 balles en open source. Il y a les plans sur Internet, vous pouvez la fabriquer, des presses pneumatiques, ou bien vous pouvez les importer, ça coûte 100 000 balles la presse. Et à partir de là, vous fabriquez votre propre terre, votre propre BTC. Pourquoi ça se fait pas? Honnêtement, j'ai pas la réponse. J'ai des hypothèses. Peut-être il y a justement l'aspect psychologique. La terre, c'est le matériau du pauvre chez nous. C'est toujours. Alors, si vous allez voir, c'est vraiment beau. En fait, tout le monde a envie de toucher, tout le monde, esthétiquement. Donc, dans la tête des gens, c'est le matériau du pauvre. Dans la tête des gens, je sais pas. Peut-être que il faut d'abord qu'il y ait les premiers qui le fassent, les pionniers. Et ensuite, justement, c'était aussi le sujet de notre projet Bosch. C'est de dire, on va montrer que c'est faisable en plein Casa à l'entrée. Peut-être quelqu'un va passer, va se dire, ouais, je veux faire la même chose. Et petit à petit, peut-être que ça va se généraliser. C'était aussi l'objectif derrière cet exemple-là. Et voilà, peut-être il faut des incitations. Honnêtement, j'ai pas de réponse claire. Voilà. Très bien. Y a-t-il une autre question? Non? Oui, ça c'est une bonne question. Malheureusement, la réglementation marocaine ne nous autorise pas à faire plus que R+1 en terre porteuse. Mais nous, on sait, surtout en Pisé, qu'on peut faire même, si vous regardez au Yémen, la Manhattan des Sables, à côté de Sanaa, etc., il y a les premiers gratte-ciel du monde sont en terre au Yémen. Donc nous on sait que ça tient et depuis des millénaires. Ça va, à mon avis, le Dubaï va tomber avant le Yémen. Ok. Donc on sait qu'on peut faire mur porteur en terre et que ça peut porter. Malheureusement, on veut pas prendre de risques. Vous connaissez les ingénieurs, laboratoires, etc. On prend tout, voilà. Et puis il y a aussi l'aspect parasismique, mais ça aussi. Alors je suis peut-être un peu long, mais c'est intéressant. En fait, on a découvert, suite au dernier séisme, avec l'association Tchourat, il y a eu des Japonais qui sont venus au Maroc justement suite au séisme, des experts, et on a découvert qu'en fait, sûrement il y a dû y avoir d'autres séismes dans la région de l'Haouz. Comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'on a retrouvé des bâtiments traditionnels en pierre ou en terre qui avaient des dispositifs des systèmes pour lutter contre les séismes
qui date de 400, 500 ans. Ça veut dire qu'il y avait une mémoire collective d'un séisme qui a dû y avoir il y a peut-être, j'en sais rien, moi, 1000 ans ou 600 ans ou quelque chose comme ça, et qui a eu une transmission du savoir-faire vernaculaire des systèmes anti-séisme avec les matériaux locaux, terre et pierre, et qu'aujourd'hui on l'a perdu. D'accord ? Donc là, on est en train de revenir. Donc je vous invite à voir les projets de Saliman Naji, Agadir, etc. On est en train de retrouver des techniques anciennes. Et comme par hasard, ces mêmes techniques, elles existent aussi au Tibet, elles existent aussi dans certaines régions. Donc on constate en fait qu'il y avait une transmission de savoir-faire, des luttes contre le séisme, etc. à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle globale, avec les matériaux locaux. Donc on savait faire. Mais aujourd'hui, on repart de zéro. Voilà. Oui, tout de suite. Ah, super. En fait, moi, j'aurais une question par rapport au projet Bosch. Donc, c'était un nouveau projet. C'est-à-dire, il est très, très beau, il est magnifique. Vous avez travaillé avec les briques. Moi, j'aurais une question pour les petits projets dont a parlé Wafa, pour les immeubles bureaux, par exemple, existants. Donc là, en quelque sorte, on a parlé d'un trio, donc travailler plus avec l'intelligence pour l'économie et l'énergie, la réhabilitation, réutilisation des équipements, tout ce qui est MEP. Et j'aimerais savoir quelle serait votre recommandation pour travailler maintenant le corps, l'enveloppe, pour pouvoir utiliser d'un bâtiment existant. C'est oui. ça la question. Écoutez, alors, il y a l'isolation, il faut isoler nos murs au maximum, il faut bien choisir son isolant. Alors, beaucoup au Maroc, on part facilement, mais il faut étudier en fonction de chaque façade. On n'est pas obligé d'isoler tout. Ça, c'est l'erreur qu'on fait. Parce que si on isole tout, on se retrouve avec l'effet inverse, ça s'appelle l'effet thermos. Donc, il faut choisir. Moi, ce que je préfère comme matériau, c'est isolant, c'est la laine de bois. D'accord, c'est hyper efficace. Le liège, alors, on en a localement, mais malheureusement, c'est pas industriel. On est obligé de l'importer. Et puis la mousse, la mousse icynène à base d'huile de ricin, parce qu'avec 1 litre, tu peux faire plusieurs pans de mur. Donc c'est assez efficace. Donc il y a ça, il y a la partie isolation, il y a la partie équipement, d'accord. Et quand on fait de l'isolation, il vaut mieux justement faire appel à des ingénieurs thermiciens pour déterminer où est-ce qu'on a besoin d'isolation. Parce que des fois, pour des questions de coût, on va isoler la toiture, on va isoler peut-être la façade sud, est-ouest, laisser le nord pour que la chaleur évacue. Peut-être que dans certaines orientations, non, il vaut mieux isoler le nord, etc. Déterminer l'épaisseur, parce que souvent, il y a des problèmes de rentabilité, donc on n'a pas envie de perdre le moindre mètre carré. Ça dépend des promoteurs. Et puis, dans l'enveloppe, à part l'isolation, il y a tout ce qui est vitrage. Alors ça, le vitrage, c'est un sujet qui est très, très grand. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'essaye à chaque fois de pousser, c'est de automatiser les ouvertures. Pourquoi ? Parce que on peut bénéficier de l'air d'Allah ou là, du vent, etc., pour créer justement un effet Venturi et pour ne plus avoir besoin de clim. Nos ancêtres, dans les riads, n'avaient pas besoin de clim. Dans les médinas, dans tout ça, c'est ça en fait que je dis. C'est que la médina, on n'a pas cet effet îlot de chaleur. J'étais à Fès il n'y a pas longtemps, il faisait super chaud à l'extérieur. Tu es dans la médina, il se sent bien. Se sent bien. La fontaine au milieu du riad, c'est un système de climatisation traditionnel. Pas d'ouverture à l'extérieur et des ouvertures à l'intérieur. C'est aussi un système pour se protéger du soleil. Les alcôves, les trucs et tout ça, il y a plein de choses qui font que, je reviens à ce que je disais au début, si on regarde ce qu'ont fait les anciens, le bon sens, le savoir-faire, le côté empirique, eh ben aujourd'hui on n'a qu'à l'adapter et rajouter des petites technologies pour faciliter, parce que l'entretien et tout ça. Voilà. Et pour, excusez-moi, juste une petite dernière question, parce que, alors, ce que vous avez aussi parlé, c'était très intéressant, et c'est vrai du fait qu'on devrait utiliser principalement ce qu'on a à disposition ici au Maroc, parce que c'est vrai de commander quelque chose de très écologique, mais entre le fret, etc., il y a un impact écologique très important. Donc, pour revenir à la question, vous avez proposé différentes options pour travailler l'enveloppe d'un bâtiment existant. Quelle serait l'alternative 100% locale éventuellement, s'il y en a une ? En termes d'isolation, on a la laine de mouton, qui est très bien. Il y a le recyclage des vêtements aussi.
Il y a des matériaux biosourcés dans le nord, là, dans la région de Oujda, il y a le Helfa, qui est super. Il y a alors l'un des meilleurs matériaux, et ça je voulais lancer un projet il y a 10 ans sur ça, mais bon, je suis pas de nature business. C'est l'isolation à base de chanvre. C'est un super matériau antifongicide qui brûle pas, etc., qui pourrit pas et tout. Et vous savez qu'on est les premiers producteurs de chanvre au monde. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y avait ce souci-là. Un jour, il y a un des investisseurs potentiels, le fonds Sindibed, m'a dit comment vous pouvez oser proposer qu'on exploite la tige de cette plante, etc., alors que c'est interdit. Bon, je lui ai envoyé une vanne parce que j'aime bien. Et voilà. Donc il y a ce type d'isolants locaux qu'on peut utiliser. Il y a même des déchets, hein, tu sais, les déchets de vêtements, on les mixe, etc. En fait, l'idée de tout isolant, c'est quoi? C'est d'emprisonner de l'air. Donc on cherche de la fibre, on cherche quelque chose comme ça, de la mousse, etc. Donc tout peut fonctionner. Voilà. Et je rebondirai même là-dessus parce que faut savoir qu'au Maroc, il y a un vivier d'innovateurs qu'on ne connaît pas bien ou pas assez. Et là, je vais peut-être faire un peu ma militante, j'ai une digression, mais qui va aller dans le sens de votre question. Souvent, on a des startups qui font de l'innovation au Maroc. Et souvent, l'idée au Maroc, c'est que la startup, c'est un jeune étudiant qui a une idée, donc c'est pas abouti. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des start-upers marocains, pour les côtoyer au quotidien, qui ont découvert, qui ont des difficultés à breveter justement leurs solutions. Mais tout à l'heure, tu parlais du textile. J'ai rencontré un start-upper qui est professeur à l'université, je pourrais plus dire la ville, donc il est chercheur. Il a monté une start-up et aujourd'hui, il est en train d'essayer de faire certifier un isolant à base de déchets de textile. Donc, il y a des choses qui existent, qui sont inventées. Il faut juste essayer de s'y intéresser un peu et d'aller regarder aussi du côté des jeunes qui sont en train de créer des start-up et qui innovent, que ce soit dans le bâtiment ou dans les technologies IoT. Aujourd'hui, il y a un vivier aujourd'hui qu'on a ici sur le pays qu'il faut qu'on arrive à exploiter parce que on est les portes de l'Afrique et on est l'entrée de l'Europe. Donc vous imaginez bien qu'on a un potentiel de ce qu'on a pu récupérer en termes de retour d'expérience, qu'on développe ici, qu'on est capable d'exporter ailleurs. Donc voilà, le mot de la fin, je dirais, les solutions existent. Alors il ne faut pas se dire que tout est fait en local. Il faut essayer d'aller chercher à l'étranger. Mais aujourd'hui, on a une force de frappe au Maroc qui fait que ce qu'on importe de l'étranger, on a cette force aujourd'hui, cette capacité d'aller voir des fabricants étrangers, de leur dire pour venir au Maroc, on a besoin de ça, ça, ça. C'est-à-dire qu'on ne prend plus ce qu'ils nous proposent. On leur demande de faire ce dont on a besoin. Donc voilà. Ce sera le mot de la fin. Je pense il y a encore une question. Allez-y, je vous en prie. Ce sera la dernière. Pas une petite question, mais juste pour rebondir sur l'idée pourquoi on n'utilise pas aujourd'hui des projets de plus en plus avec la BTC ou la PISE, c'est que, Jafar va confirmer ceci, c'est qu'on a perdu un certain savoir-faire des maçons qui manipulent tout ce qui est PISE et BTC. Surtout que c'est généralement localisé dans la région de l'Haouz et avec aujourd'hui on visite des petits patelins et on trouve qu'ils ont eux aussi abandonné la construction PISE et BTC en faisant des constructions avec des briques normaux à base de ciment ou briques rouges. Donc il faut un peu de temps de plus en plus pour récupérer ce savoir-faire puisque ça dépasse l'ingénierie, il faut quelqu'un vraiment de très professionnel dedans pour éviter certains problèmes dans la BTC lors du développement je dirais, cette peau externe du bâtiment. Et pour le point sur la structure mixte, c'est la beauté des choses, c'est que on peut fusionner des nouvelles technologies et des anciennes, puisque le béton, ça nous permet d'avoir des grandes portées. Certes, les bâtiments yémen sont très fascinants, mais dedans, on trouvera que c'est des petites salles, puisque ça, on se permet pas d'avoir beaucoup plus de portée. Sur ce projet exceptionnel, c'est que la structure porteuse elle est en béton, ça nous permet d'avoir des espaces à l'intérieur qui sont très spacieux, en gardant une enveloppe externe qui est, je dirais, écologique dans un certain... Et authentique. Exactement. Oui, pardon, rapidement, juste pour répondre sur ce que disait Ayoub. Alors Ayoub, Continuum BIM, c'est, je pense, le leader du BIM au Maroc, qui a travaillé avec nous sur ce projet. Alors, par rapport au savoir-faire, c'est un point très important dont j'ai pas parlé, c'est que justement, si on réutilise ces techniques anciennes, eh ben, on sauve aussi le savoir-faire. Et on fait travailler aussi, on a calculé, dans ce cas,
On fait travailler jusqu'à 20 fois plus de personnes, d'ouvriers, quand on travaille avec des matériaux locaux, donc pour la fabrication de la BTC, la mise en œuvre, le pisé, etc., que si c'est des trucs de la terre cuite, des briques en terre cuite ou du parpaing classique. On fait travailler 20 fois plus de personnes. C'est important aussi sur l'aspect social et humain. Alors, pardon, encore une petite phrase. Alors, il n'y avait pas de BTC avant, c'était l'Adobe. Le BTC, c'est la version modernisée. Elle est assez facile à mettre en œuvre. Par contre, là où c'est compliqué, c'est le pisé, surtout sur de grandes portées. Et ça, malheureusement, il y a de moins en moins d'ouvriers de melmin, parce que c'est des melmin, qui peuvent faire ça. Pour des questions physiques, pour des questions... les jeunes, ils n'ont plus la santé. Avec le mec qui tape comme ça, Allah, c'est demander à un jeune de faire ça pendant 24 heures, il n'y arrivera pas. Même 8 heures, il n'y arrivera pas. Donc il y a aussi cet élément-là, c'est pour ça que je milite aussi pour l'utilisation de la terre ou de la pierre ou n'importe quel matériau naturel, parce qu'au Maroc, on utilisait un peu tout, y compris les tentes, le flige, etc., etc. Parce que quand on fait ça, ben, on sauvegarde aussi des savoir-faire anciens. Voilà. Très bien, je vais laisser peut-être le prochain panel qui va démarrer. Je vous remercie d'être venus nombreux, je vous remercie pour vos interventions. On va gentiment se diriger vers l'extérieur, mais je ne doute pas une seule seconde que les panélistes seraient heureux de discuter avec vous et échanger. Je vous remercie à tous et je vous souhaite un excellent salon. Merci.